Alerte d'octobre 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 9 d'octobre 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale, avec de larges développements sur la récente importante loi Avenir professionnel. Les pauses musicales sont extraites de l'étude 5, opus 10 de Chopin. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Prélèvement à la source, prise en compte de certains crédits et réductions d'impôts. Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, le gouvernement a indiqué que sera maintenu le bénéfice des réductions et des crédits d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, pour garde d'enfants de moins de 6 ans, pour dons aux associations, etc., acquis au titre de 2018. Une avance de 60% et non plus de 30% prévue initialement, calculée sur la base de la situation fiscale de l'année antérieure, N-1, pour les bénéficiaires des réductions et crédits d'impôt relatifs aux services à la personne, aux frais de garde d'enfants et aux hébergés en EHPAD, sera versée sur les comptes en banque le 15 janvier 2019. Ce dispositif sera étendu aux réductions d'impôts en faveur de l'investissement locatif, Pinel, Duflot, Cellier, investissement social et logement dans les DOM, Sancy-Bouvard, et aux réductions et crédits d'impôt en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations syndicales. Le solde d'acompte sera versé à compter de juillet 2019, après la déclaration de revenus de 2018, qui permettra de déclarer le montant des dépenses engagées en 2018, ouvrant droit au crédit d'impôt. Prélèvement à la source, facilité pour les TPE. Dès janvier 2019, le Centre Titre Emploi Service Entreprise, le TES, assurera le prélèvement à la source, le PAS, pour le compte des entreprises adhérentes de moins de 20 salariés. À partir des éléments transmis par la DGFiP, le Centre TES calculera le montant à prélever sur le revenu d'activité. Il communiquera ensuite aux dirigeants le montant du salaire net après imposition qu'il devra verser à son salarié. Et l'employeur sera prélevé par l'URSSAF du montant de la retenue à la source en même temps que des cotisations sociales. Quant au bulletin de paie, décompte de cotisations et attestation fiscale du salarié, ils afficheront les montants de PAS retenus. Taux de l'impôt sur les sociétés. L'administration a commenté l'aménagement législatif apporté fin 2017 aux modalités de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Elle retient notamment plusieurs solutions favorables pour les entreprises exerçant leur activité en France et à l'étranger. Ainsi, les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre d'un exercice ouvert en N seront déterminés en appliquant le taux normal applicable au titre de cette même année. Par ailleurs, seul le chiffre d'affaires afférent aux opérations réalisées en France doit être retenu pour l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires à laquelle sont subordonnées l'application des règles spécifiques pour le calcul du dernier acompte des grandes entreprises, le bénéfice du taux réduit de l'impôt sur les sociétés et l'exonération de la contribution sociale. Cession de participation par une société étrangère. La plus-value provenant de la cession de titres de participation d'une société française par une entreprise étrangère est susceptible de donner lieu à une double imposition à l'étranger et en France. Pour l'éviter, l'administration admet que le paiement du prélèvement dû par une société étrangère cédant des titres de participation peut être limité au montant de l'IS
qui aurait été due en France si elle avait été une société française, le dépôt simultané de la réclamation en restitution valant sursis de paiement. Dirigeant solidaire des dettes de son entreprise. Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de l'impôt en exécution d'une décision exécutoire du juge judiciaire, un nouveau délai de 10 ans lui est ouvert, qui se substitue à la prescription fiscale de 4 ans. Il en va ainsi de la prescription qui court à compter de la décision de la Cour d'appel condamnant le dirigeant au paiement solidaire de l'impôt dû par sa société. Majoration de 25% pour non-adhésion à un CGA. Selon le Conseil d'État, qui infirme du coup sa jurisprudence, ne constitue pas une sanction, mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette, l'application de la majoration de 25% sur la base d'imposition des travailleurs indépendants non adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée, ou ne faisant pas appel au service d'un professionnel de l'expertise comptable conventionné. Il s'ensuit que, si cette majoration n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître distinctement dans la motivation de cette proposition. Le fait de ne pas la mentionner prive le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette de l'impôt et affecte la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. Contentieux fiscal et compensation. Lorsqu'un contribuable a demandé la décharge ou la réduction d'une imposition, l'administration peut, sous certaines conditions et dans la limite du quantum de l'imposition contestée, opposer à tout moment de la procédure, et malgré l'expiration du délai de reprise, la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction de la demande. Pour l'application de ce texte, la jurisprudence a défini l'instruction de la demande comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. S'agissant des insuffisances ou omissions d'imposition de nature à fonder la compensation, le Conseil d'État vient de préciser que la compensation peut être opérée à partir des résultats d'un contrôle postérieur à la réclamation. Charte du contribuable vérifié. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration, a été mise à jour. Cette version, en date du 28 août 2018, et les versions antérieures sont en ligne sur le site internet de l'administration fiscale impôts.gouv.fr. Actualité juridique du mois, compte courant d'associé débiteur. La prescription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé débiteur court à compter de la clôture du compte ou de la demande de paiement émanant de la société qui entraîne l'exigibilité du compte. Rappelons que le délai de prescription applicable à une demande de paiement d'un compte courant est de 5 ans. Solliciter un financement via l'expert comptable. Pour simplifier et faciliter l'accès au financement bancaire des TPE et PME, l'Ordre des experts comptables et la Fédération bancaire française ont lancé une plateforme digitale dénommée Dispositif Crédit 50 kg euros. En pratique, depuis le début du mois de juillet 2018, le client professionnel d'un expert comptable
peut lui donner mandat pour effectuer et remplir en ligne pour son compte une demande de financement avec un dossier modélisé. La demande de financement bancaire ne peut dépasser 50 000 €, mais elle peut être complétée si besoin par un prêt de BPI France, notamment un prêt croissance pour le financement des éléments immatériels. Dans le même temps, le client professionnel ou l'expert comptable peut solliciter un organisme de cautionnement mutuel comme BPI France ou la SIAGI, Société de caution mutuelle pour les PME, pour obtenir une garantie, par exemple pour un cautionnement de l'emprunt professionnel si nécessaire. Société par action simplifiée, SAS. La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes indique qu'une SAS, dépassant pour la première fois à la clôture de l'exercice 2017 les seuils actuels de nomination d'un CAC, doit impérativement nommer un commissaire aux comptes lors de l'Assemblée générale réunie au cours de l'exercice suivant. Les évolutions en cours en matière de relèvement des seuils de nomination obligatoires présentées dans le projet de loi Pacte en cours de discussion n'ont en effet aucune incidence tant que la loi n'est pas homologuée et publiée au journal officiel. Rappelons que les seuils prévus par le projet de loi Pacte sont les suivants. Bilan 4 millions d'euros, chiffre d'affaires hors taxe 8 millions d'euros et effectif 50 salariés, quelle que soit la forme juridique de l'entité commerciale. Fusion entre SAS. La décision de transformation d'une société en société par action simplifiée doit être prise à l'unanimité des associés. Mais, comme l'absorption d'une SAS par une autre ne peut pas être assimilée à la transformation en SAS d'une société d'une autre forme, une telle fusion ne nécessite donc pas l'accord unanime des associés de la SAS absorbée, sauf deux exceptions. La première exception concerne le cas où l'opération entraîne pour les associés de la société absorbée une augmentation de leurs engagements au sein de celle-ci en raison de clauses statutaires leur imposant des obligations nouvelles. Et la seconde exception vise les situations où les statuts de l'absorbante comportent une ou plusieurs clauses dont l'adoption nécessite l'unanimité. Violation d'une clause des statuts. Une société ne peut pas opposer au tiers la violation d'une clause statutaire limitant le pouvoir de son dirigeant, même si le tiers a eu connaissance de cette clause. Cela dit, les tiers peuvent cependant se prévaloir de ces clauses dans certains cas. Par exemple, pour justifier le défaut de pouvoir du dirigeant d'exercer une action en justice au nom de la société. De même, un salarié licencié par une société a été admis à se prévaloir d'une clause statutaire soumettant les licenciements à l'autorisation préalable des associés. En dernier lieu, la Cour de cassation a jugé que le locataire d'un bien appartenant à une société peut faire annuler le congé donné par le dirigeant social en se prévalant de la violation par celui-ci d'une clause statutaire limitant son pouvoir de résilier les baux. Oui, et vous noterez que toutes ces jurisprudences ayant admis la possibilité pour un tiers de se prévaloir des statuts ont été rendues dans des affaires où ce dépassement avait causé un préjudice au tiers. En conséquence, le principe dégagé dans ces jurisprudences ne saurait jouer, à notre avis, pour permettre à un co-contractant de se délier de ses obligations à l'égard de la société. Celui-ci ne peut donc pas tirer argument du dépassement de pouvoir du dirigeant pour faire annuler, par exemple, le contrat conclu avec la société en violation des statuts. Dette mise à la charge de l'ex-époux. Un couple marié sans contrat acquiert un fonds de commerce et l'exploite sous la forme d'une entreprise individuelle au nom du mari. L'épouse a le statut de conjoint collaborateur.
Ils divorcent et la cour d'appel met à la charge de l'époux toutes les dettes de l'entreprise. Ce dernier reproche au juge de n'avoir pas motivé leur décision alors qu'elle fait dérogation au droit commun du régime des dettes. Et la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel. En l'espèce, la Cour d'appel a donc valablement justifié sa décision en relevant que l'époux était attributaire du patrimoine professionnel et qu'il a été à l'origine de l'endettement de l'entreprise en raison de son comportement inconséquent. Caution non avertie, un arrêt à retenir. Des époux créent une SARL et se rendent caution d'un prêt consenti par une banque à cette société pour l'achat d'un fonds de commerce. Ces époux, dont l'un est nommé gérant, exerçaient des activités salariées avant de créer la SARL et n'avaient aucune expérience du commerce. La société étant ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la banque poursuit les cautions en exécution de leur engagement. Celle-ci invoque alors la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et lui demande des dommages-intérêts. La banque réplique qu'elle n'avait pas à conseiller les cautions sur l'opportunité ou sur les risques de l'opération financée. Mais cette jurisprudence ne s'appliquant qu'à l'emprunteur averti, la banque a été condamnée à verser aux époux des dommages-intérêts, 80 000 € à chaque époux, partiellement compensés avec les sommes dues par eux à celle-ci. En effet, les cautions devaient être considérées comme non averties. Les éléments comptables de la société établissaient que la conjonction de la charge de remboursement du prêt et d'un prélèvement même mesuré pour la rémunération du gérant ne pouvait rendre l'opération viable qu'à la condition d'une augmentation sensible du chiffre d'affaires. Il existait donc un risque financier particulier qui aurait justifié que les époux cautions soient mis en garde par la banque, car il s'agissait d'un risque, non de l'opération financée, mais de l'endettement né de l'octroi du prêt, résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société débitrice principale. Responsabilité du fournisseur de crédit. Une banque consent à un restaurateur et à son épouse 2 prêts pour financer l'acquisition du droit au bail et la réalisation de travaux dans le restaurant. Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire du restaurateur, la banque réclame le remboursement des prêts à l'épouse. Cette dernière met alors en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard lors de l'octroi des prêts. La banque répond qu'elle ne peut être tenue pour responsable, compte tenu de la procédure collective du restaurateur, que si l'épouse rapporte la preuve d'une fraude, d'une immixtion dans la gestion de celui-ci ou d'une prise de garantie disproportionnée, et que tel n'est pas le cas. Argument rejeté par la haute juridiction. Les établissements bancaires peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde contre le risque d'endettement excessif né du prêt garanti, sans que soit caractérisée une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garantie disproportionnée. Devoir de mise en garde d'une banque. A contrario de l'information précédente, précisons qu'une banque ne manque pas à son devoir de mise en garde lorsque le prêt consenti ne crée pas de risque d'endettement excessif et que les difficultés de l'emprunteur sont dues à l'échec d'investissement auquel il a alloué les fonds. Signalons qu'il appartient en outre à l'emprunteur d'être diligent et de faire une utilisation raisonnée des fonds prêtés. Part d'une SARL d'expertise comptable.
Une SARL d'expertise comptable a un objet civil et n'est pas titulaire d'un fonds de commerce. La négociation de ses parts par un intermédiaire n'entre donc pas dans le champ de la loi Hoguet régissant l'activité des négociateurs de biens immobiliers et fonds de commerce, notamment en termes d'affichage des tarifs et des barèmes de prix. Contrat d'agent commercial. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui condamne ainsi la jurisprudence française, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de rupture du contrat par le mandant, même lorsque cette rupture a lieu pendant la période d'essai. Cette importante décision de la CJUE devrait annoncer un revirement de la jurisprudence française. Elle pourrait également inciter la haute juridiction à abandonner la solution suivant laquelle la faute grave de l'agent, découverte après la cessation des relations, exclut tout droit à indemnité de l'agent. Cette jurisprudence étant maintenue en dépit d'une décision contraire de la Cour européenne. Responsabilité du destinataire vis-à-vis du transporteur. Une société confie l'exécution du transport de marchandises à un transporteur avant d'être mise en redressement judiciaire. Le transporteur qui n'a pas été réglé par celle-ci poursuit le destinataire des marchandises en paiement sur le fondement de l'article L. 132.8 du Code de commerce. Ce dernier s'oppose vainement au paiement. En effet, le transporteur peut agir en paiement du prix du transport contre le destinataire des marchandises, garant du paiement au même titre que l'expéditeur, sans avoir à justifier du non-paiement par l'expéditeur, ni, le cas échéant, à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier. Acte de dénigrement. Si le commentaire critique de service ou de prestation publié sur un site Internet n'est pas en soi fautif, il le devient lorsque son auteur n'a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu'il procède d'une intention de nuire. Dès lors, publier un commentaire négatif sur Internet à propos des prestations d'un restaurant qui n'est pas encore ouvert est constitutif de dénigrement, justifiant la condamnation de son auteur à verser des dommages-intérêts au restaurateur. Dans une affaire jugée récemment, l'internaute coupable de dénigrement a été condamné à verser au restaurant la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image, ainsi que la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice financier. Secret des affaires. Le secret des affaires permet aux entreprises de préserver la confidentialité d'informations qui ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle, brevets, dessins et modèles, droits d'auteur, et qui sont néanmoins importantes pour maintenir leur compétitivité. À ce propos, une loi relative à la protection du secret des affaires vient de transposer en droit interne la directive européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées. Un régime général de protection du secret des affaires est ainsi instauré. Il faut notamment en retenir que, pour être protégée par le secret des affaires, une information doit répondre aux critères suivants. L'information est secrète, c'est-à-dire non aisément accessible. Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Et elle fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. L'obtention, l'utilisation et la divulgation sans autorisation du secret sont illicites et engagent la responsabilité civile de son auteur, étant précisé que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires se prescrivent par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.
Abordons maintenant l'actualité sociale du mois. Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 est parue au journal officiel du 6 septembre 2018. Qualifiée de texte anti-fatalité par Emmanuel Macron, cette loi engage une réforme importante de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Le compte professionnel de formation, le CPF, est au cœur du système de la formation professionnelle. La loi prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, le CPF soit alimenté en euros et non plus en heures. 500 € par an étant acquis jusqu'à un plafond de 5 000 € par tous les salariés travaillant au moins à mi-temps. Le montant annuel sera porté à 800 € et le plafond à 8 000 € pour les salariés de faible niveau de qualification. Une majoration équivalente bénéficiera aux personnes en situation de handicap. Les salariés travaillant moins d'un mi-temps auront leur compte crédité au prorata de leur temps de travail. Le crédit reste acquis en cas de changement professionnel ou de perte d'emploi. Attention, car en fait, au 1er janvier 2019, il ne se passera rien pour les 30 millions d'actifs bénéficiant du CPF, car la mise en œuvre pratique du passage des heures aux euros s'effectuera en septembre ou octobre 2019, a confirmé le ministère du Travail. Il faudra donc attendre cette date pour que chacun puisse avoir sur son smartphone, via une application dédiée, les crédits de formation convertis en euros avec un accès direct à toutes les formations proposées. En entrant simplement son numéro de sécurité sociale, chacun pourra alors s'inscrire directement, choisir la formation de son choix, savoir ce que les autres en ont pensé et payer en ligne. Et tout ça sans avoir à demander l'autorisation à leur employeur ni au conseiller de Pôle emploi. Bien sûr, d'ici à l'automne 2019, les règles actuelles continuent de s'appliquer. Les salariés qui souhaitent une formation doivent donc s'adresser toujours à leur employeur ou à leur DRH, a indiqué le ministère. Comme actuellement, si un salarié souhaite suivre une formation hors temps de travail, il peut librement utiliser son CPF et si la formation se fait en tout ou partie sur son temps de travail, une demande d'autorisation d'absence auprès de l'employeur devra être demandée. De ce fait, les employeurs perdent le droit de regard sur le contenu et le calendrier de la formation. Important, le congé individuel de formation disparaît au profit du CPF de transition professionnelle, le CPF-TP. Le CPF-TP peut être mobilisé par un salarié justifiant d'une ancienneté minimum, fixée par décret, en vue de suivre une formation longue visant à changer de métier dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Le salarié en CPF-TP a droit à une rémunération pendant toute la durée de l'action de formation. La loi Avenir professionnel aménage le régime de l'entretien professionnel à tenir tous les 2 ans. Lors de l'entretien professionnel, l'employeur doit transmettre au salarié des informations relatives à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements que la société est susceptible de financer et aux conseils en évolution professionnelle. Ces informations doivent être fournies en plus de celles déjà prévues actuellement, à savoir les perspectives d'évolution professionnelle et la validation des acquis de l'expérience. L'entretien professionnel peut être anticipé lorsqu'il est organisé dans le cadre d'une reprise de poste après une suspension du contrat de travail, congé de maternité, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, période d'activité à temps partiel, arrêt longue maladie, mandat syndical. La loi réserve l'initiative de cet entretien professionnel anticipé aux salariés.
Désormais, l'employeur doit abonder le CPF du salarié si celui-ci n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins une formation. De nouveaux opérateurs régionaux peuvent assurer une offre de conseil en évolution professionnelle, CEP. Le CEP peut être sollicité par les salariés pour les accompagner dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Le plan de formation est renommé Plan de développement de compétences. En termes de gouvernance de la formation professionnelle, notez la création de France Compétences, qui est une nouvelle agence quadripartite sous la tutelle du ministère du Travail. Elle sera en charge de réguler la qualité de la formation et de répartir les fonds de la formation. La collecte des fonds, anciennement opérée par les OPCA, sera prise en charge par l'URSSAF. Les OPCA, quant à eux, deviennent des opérateurs de compétences, OPCO, gérés par les partenaires sociaux. Ces nouveaux opérateurs aideront les entreprises et les branches à anticiper leurs mutations technologiques. Enfin, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales seront en charge de gérer le CPF de transition professionnelle. Comme pour le CPF, l'acquisition des droits au titre du compte d'engagement citoyen, CEC, s'effectue en euros et non plus en heures. Le CEC recense les activités bénévoles ou de volontariat d'un salarié qui permettent à son titulaire d'abonder son CPF et d'acquérir des jours de congé destinés à l'exercice de ses activités. La loi introduit une nouvelle activité prise en compte au titre du CEC, l'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie. Concernant les travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2019, les formations éligibles au CPF ne sont plus définies par les fonds d'assurance formation ou les OPCA ou les chambres de métiers et de l'artisanat. Les frais de formation seront pris en charge par la Caisse des dépôts, mais pendant une période transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ils pourront continuer à être pris en charge par le FAF des non-salariés ou par la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Au sujet de l'apprentissage, la loi prévoit plusieurs dispositions à retenir. Le contrat d'apprentissage sera étendu à compter du 1er janvier 2019 aux personnes ayant 29 ans révolus au lieu de 25 ans. Les contributions au financement de la formation et de l'apprentissage seront versées aux OPCO, opérateurs de compétences qui remplacent les OPCA à compter de 2019, puis aux URSSAF à compter de 2021. Le taux global de la taxe d'apprentissage est inchangé à compter de 2019, mais sa répartition est ventilée différemment, 87% étant destinés au financement de l'apprentissage. Une aide unique est créée à compter du 1er janvier 2019 pour remplacer la prime d'apprentissage, l'aide au recrutement du premier apprenti, l'aide forfaitaire TPE et le crédit d'impôt apprentissage. Notez bien que le crédit d'impôt apprentissage est donc supprimé pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. À compter du 1er janvier 2020, la procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès des chambres consulaires est remplacée par une simple obligation de dépôt auprès de l'opérateur de compétences. La loi porte de 24 mois à 36 mois la durée maximale du contrat de professionnalisation à compter du 7 septembre 2018. La période de professionnalisation est supprimée et remplacée à compter du 1er janvier 2019 par un dispositif de reconversion et de promotion par alternance dénommé PRO-A. Son objet
et de permettre notamment aux salariés de changer de métier ou de profession par des actions de formation. À compter du 1er janvier 2020, tous les employeurs, et non plus seulement les employeurs d'au moins 20 salariés, devront déclarer l'effectif total des handicapés qu'ils emploient effectivement via la DSN. Mais seuls restent soumis à l'obligation d'emploi les employeurs des entreprises d'au moins 20 salariés. Parmi les mesures pour l'emploi, signalons qu'un seul CDD pourra être conclu pour remplacer plusieurs salariés à temps partiel absents. Cette mesure s'appliquera à titre expérimental entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 dans des secteurs précisés par décret. L'expérimentation du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié qui devrait prendre fin le 31 décembre 2018 est pérennisée. La possibilité de créer des entreprises d'insertion par le travail indépendant est offerte à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Un décret doit fixer notamment les régions concernées par l'expérimentation et la date d'entrée en vigueur. Enfin, concernant le chômage, à compter du 1er janvier 2019, le salarié qui démissionne avec un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'entreprise peut bénéficier de l'allocation assurance chômage. Le caractère réel et sérieux du projet est attesté par une commission paritaire interprofessionnelle. À compter du 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire pourront percevoir, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire dont le montant et la durée seront fixés par décret. Suppression de la cotisation salariale chômage au 1er octobre 2018. La cotisation salariale d'assurance chômage fixée à 0,95% depuis le 1er janvier 2018 est supprimée au titre des périodes courantes depuis le 1er octobre 2018. Depuis cette date, seule la contribution patronale d'assurance chômage est due au taux de 4,05% et la cotisation patronale pour l'AGS à 0,15%. Mandat social bénévole. Pour le Conseil d'État, c'est important à retenir, les fonctions de mandataire social d'une société commerciale ne peuvent pas être regardées comme une activité bénévole, en particulier par un demandeur d'emploi percevant un revenu de remplacement. Dès lors, l'exercice de ces fonctions, que l'allocataire a omis de déclarer à Pôle emploi, justifie la décision de suppression du revenu de remplacement. Cotisation de retraite complémentaire. Des salariés ayant liquidé leur droit à la retraite complémentaire estimaient que leur ancien employeur avait versé des cotisations insuffisantes en minimisant leur assiette de calcul, ce qui aboutissait à une minoration de leurs droits par rapport à ce qu'ils pouvaient escompter. Chacun engagea une action contre son employeur pour obtenir une régularisation des cotisations de retraite complémentaires. Ce dernier contesta cette action, arguant du fait qu'elle était prescrite. À cette occasion, la Cour de cassation a clairement indiqué que c'est la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire par le salarié qui marque le début du délai de prescription de son action en contestation de l'assiette des cotisations de retraite retenue par l'employeur. Rappelons que la durée de cette prescription a été fixée à 30 ans, puis à 5 ans, et qu'elle est maintenant de 3 ans. Covoiturage à but lucratif avec son véhicule de fonction. Le fait pour un salarié
d'effectuer des prestations de covoiturage type Blablacar avec son véhicule de fonction à l'insu de son employeur, expose ce dernier à un risque compte tenu de l'absence de couverture de cette activité par l'assureur. Cela constitue une faute justifiant le licenciement du salarié. Oui, et pour que les choses soient bien claires et éviter tout contentieux, il est vivement conseillé aux entreprises de formaliser leur position quant au covoiturage via Blablacar ou un autre service, en le faisant soit dans le règlement intérieur, soit dans les documents encadrant la mise à disposition du véhicule de fonction. Témoignage anonyme. Pour la première fois, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'admissibilité d'une preuve recueillie de façon anonyme. Elle précise clairement que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en novembre prochain. À bientôt!